Notre grande histoire, 1000 fois racontée, par nos maîtres, par nos professeurs, par nos livres, par nos bibliothèques, par les mythologies, parce que je ne m'attache pas uniquement aux faits archéologiques et historiques. J'aime beaucoup enrichir cela, éclairer cela par la mythologie populaire qui est partout. Quelqu'un a parlé de l'Azasia, de la grande épopée des tribus arabes hilaliennes du XIe, XIIe siècle, par les œuvres romanesques, par Flaubert, et par les historiens, bien sûr, par nos historiens, par exemple, l'homme prodigieux qui s'est autoproclamé maire de Tunis après le départ des Espagnols de Charles Quint, Sidi Bel Rachech, qui a reconstruit la ville de Tunis, qui est anonyme, qui est ignoré par tous, qui n'est connu que par un petit livre quelconque, écrit par un semi-analphabète, mais qui a eu le mérite de consigner la grande histoire de 50 ans de cet homme prodigieux qui était marié à une Maria génoise, qui a eu des enfants, mais qui a passé sa vie avec les pauvres, avec les miséreux de Tunis, à reconstruire les maisons, à nourrir le peuple, à refaire les quartiers, à racheter les livres perdus après la conquête espagnole, parce que les Espagnols n'ont pas tué seulement les habitants de la ville de Tunis, mais ils ont tué la bibliothèque de la Zitouna, ils ont brûlé beaucoup de livres, dans cette espèce de fanatisme religieux qui est, Dieu merci, encore vivant et qui est partagé par tous les imbéciles de toutes les religions. Voilà, donc c'est tout cela qui constitue le limon, hein, un peu le soubassement de ce récit. Pourquoi ce retour à l'histoire de la Tunisie depuis l'époque de Elissa? Parce qu'elle est ignorée, parce qu'elle est inconnue, parce que nous sommes un pays, un peuple, une population, une jeunesse surtout, qui est complètement autiste. Si vous ne savez pas d'où vous venez, comment saurez-vous où aller? C'est pour instruire la nouvelle génération. Bien sûr, essentiellement. Mon grand rêve, c'est une grande tournée dans les lycées, etc. Ça arrivera un jour si les forces ne me manquent pas, parce que je suis un peu âgé quand même. Donc le personnage de Bourguiba revient souvent dans vos travaux. Pourquoi avez-vous travaillé spécialement sur lui? Parce que c'est un personnage incontournable. Allez demander aux Français ce qu'ils pensent de Gaulle. De Gaulle, c'est la France. 80% des Français pensent que c'est un personnage familial, familier, qui fait partie intégrante de leur âme, de leur relation avec leur pays, avec leur histoire personnelle. Bourguiba, c'est notre histoire personnelle. Ça n'est pas Bourguiba en tant que tel. Il ne s'agit pas d'une vénération quelconque pour le personnage, qui le mérite à certains moments et qui ne le mérite pas en d'autres moments, mais c'est un homme qui a su, par son intégrité morale d'abord, par son courage physique, par son don de soi, être l'égal des grands personnages de l'histoire, simplement. Il a tout donné à son pays, à son peuple, et puis cette œuvre moderne, la modernité de la Tunisie, la liberté de la femme, l'enseignement, l'école dans chaque village, la santé publique, le sens de l'État, l'administration, etc., qui est toujours vivante, que personne, que rien n'a pu altérer jusqu'à présent. Donc vous avez d'autres projets? De Bourguiba? Non, de Bourguiba, pas Toun Cézanne, pas l'histoire de la Tunisie. C'est un exercice didactique que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la performance du comédien, parce que ça n'est pas tellement évident de tenir un peu la scène pendant disons 2 heures. 2 heures pour raconter les 3000 ans d'histoire, il faut le faire, et de capter l'attention du public, parce qu'il ne s'agit pas de raconter dans des salles vides. Non, Dieu merci, les gens viennent. Décidément, on a fait un bon choix. Et les jeunes? Et les jeunes sont là. À Sousse, l'autre soir au lac, ce soir, demain, après-demain. Ça sera permanent, je crois. Et Bourguiba, il y aura une autre... Oui, le dernier un peu de la trilogie, c'est Bourguiba in America. C'est un spectacle pour clôturer un peu l'aventure Bourguiba. C'est la relation avec l'Amérique et avec le monde. Et
c'est une aventure très très longue et la rencontre avec Kennedy en 61 fut une véritable page éblouissante d'histoire, éblouissante. Quand un petit chef d'État arabe d'un pays miséreux, qui n'a pas de quoi dîner, etc., est qualifié de George Washington du monde arabe, c'est que c'est quelque chose d'important. Kennedy a été étonné, je ne peux pas dire fasciné, mais étonné par le personnage de Bourguiba. Et il était le premier chef d'État à se rendre à la Maison Blanche. Et il n'a pas demandé ni des tanks, ni des avions. Il a demandé, comme d'habitude, comme ce qu'il a fait avec Eisenhower, il a demandé de la nourriture pour les enfants tunisiens, des médicaments et surtout des bourses d'études dans les universités américaines. Il n'a rien pris pour lui-même, comme le font, hélas, beaucoup de chefs d'État. Donc je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci pour votre intérêt.